abonnez-vous. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Le chat, vous pouvez me dire si le son va bien, si l'image va bien. On se retrouve pour une nouvelle émission de Abonnez-vous Matin, aussi connue sous le nom de la Mediapartinale. On est toujours dans les bureaux de Mediapart. On fait cette émission 3 vendredis par mois de 10h à midi. Super, tout le monde m'entend, incroyable, tout fonctionne. Je me demande ce qui se passe. Il y a sûrement un problème qui va arriver pendant l'émission, mais c'est pas grave, ce sera un souci pour plus tard. Aujourd'hui, en tout cas, notre invité sera en première partie d'émission. On va parler d'une revue féministe, plus particulièrement de la revue La Déferlante, que vous connaissez peut-être, qui est une revue trimestrielle. Et pour l'occasion, je reçois Marion Pilas, qui est cofondatrice et rédactrice en chef de la revue La Déferlante, qui devrait apparaître sur votre écran. Salut à toi. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais juste faire un petit test pour voir si les gens t'entendent correctement. Et ben voilà, je peux parler. Qu'est-ce que je voulais que je raconte? Je suis ravie d'être là et ravie de cette invitation. Eh ben, merci beaucoup. Son ok, parfait. Tout va bien. Eh bien, merci. Quelqu'un dit que vous avez son décalé, alors ça peut être un souci de débit, mais ça vient pas forcément d'ici. On voit et on entend l'intervention. Voilà. Ça peut être un problème de débit plutôt que de notre côté. Donc, essayez peut-être d'actualiser la page et essayez de vous abonner à Mediapart. Il paraît que ça peut améliorer également le débit de l'émission. Je ne crois pas. Donc, Marion, je le disais, tu es cofondatrice et rédactrice en chef de la revue La Déferlante. J'en ai un exemplaire ici. Toi, tu en as aussi pour montrer un peu aux gens à quoi ça ressemble. Qui est donc une revue trimestrielle. Le dernier numéro est sorti le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le 28 mai. Le 28 mai. Et est-ce que tu pourrais un petit peu raconter l'histoire de cette revue? Depuis combien de temps ça existe déjà et comment ça s'est créé? Alors, l'histoire de cette revue, alors elle existe publiquement, on va dire, elle a commencé à apparaître en mars 2021, donc ça a fait 4 ans il y a quelques semaines, en mars de cette année. C'est une revue, alors aujourd'hui, on dit c'est un média, mais au départ, c'était une revue trimestrielle, papier. Donc, je la remontre avec pas mal de photos, d'illustrations, et une revue qu'on a pensée avec mes 3 associés, on est 4 cofondatrices, comme un lieu de rencontre entre des universitaires, des militantes, des journalistes, des personnes qui pensent un peu le monde et la société à travers un prisme féministe intersectionnelle, c'est-à-dire qui englobe les questions de genre, mais aussi tout ce qui est discrimination systémique, donc évidemment le racisme, le validisme, les questions des classes sociales, donc on intègre aussi les questions des luttes sociales. Et en fait, l'idée a été de créer ce trimestriel et à chaque fois essayer de s'attacher à un sujet en fait banal, quotidien. Là, on parle d'éducation, on a parlé aussi de nourriture, de manger, voilà, à chaque fois c'est un verbe en fait qui nous sert de titre pour le dossier central, pour le dossier thématique, pour montrer en fait que les logiques de genre, les logiques d'oppression, les dynamiques d'oppression finalement se trouvent partout. Comment les déjouer? Comment trouver des pistes pour penser un peu le monde autrement? Voilà. Donc c'est une revue qui a vocation à parler de l'ensemble de la société, qui a vocation à parler de questions sociales, d'économie, de géopolitique, etc. Mais à travers ce même prisme. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on a lancé au départ. Et puis on avait déjà en parallèle une newsletter qui est aujourd'hui une newsletter hebdomadaire qui a été envoyée pour les personnes, je ne sais pas s'il y en a pas ici qui sont abonnés, qui a été envoyé ce matin, et on a en alternance un article d'actualité, donc lecture de l'actualité à travers ce même prisme, et puis une semaine sur 2 plutôt des recommandations culturelles, des coups de cœur, des choses qu'on a aimées, qu'on a envie de partager, donc des podcasts, des films, beaucoup de bouquins, voilà, un agenda, et puis aussi des petits coups de pouce parfois à des causes ou à des associations, des collectifs qui en ont besoin et qui sont un peu dans ce spectre-là. Donc voilà. une grande variété d'intervenants, une grande variété de formats. Je peux lire 2-3 titres dans le sommaire pour donner un peu une idée aux gens du dernier numéro. Alors on a une interview de Kayona et Ebony, entretien croisé. On a un article sur la République démocratique du Congo et la question du viol comme arme de guerre. On a une bande dessinée sur le Cameroun, la décolonisation du Cameroun en 1960. Donc voilà, ça donne un peu une idée de ce qu'on pourrait faire. Après, tout à l'heure, on reparlera de certains articles en particulier, mais voilà, je vais un peu donner une idée aux gens de ce qu'ils peuvent lire dans la Déferlante. Oui.
Et j'ajoute quand même que donc j'ai dit revue trimestrielle, newsletter. On a aussi une grosse activité sur les réseaux sociaux et on publie maintenant des vidéos sur les réseaux sociaux aussi, des vidéos éditoriales. Et enfin, on a une maison d'édition qui s'est lancée il y a 2 ans. Je crois qu'on en reparlera peut-être un petit peu après. Où on a déjà publié 4 bouquins et où 6 sont à venir là pour la saison prochaine. On Voilà. peut parler maintenant de la maison d'édition. Hein, Ouais. tu peux parler un peu des. Bah oui, parce que est-ce que tu peux parler un peu des livres qui sont. Du coup, c'est intéressant de reprendre ça un peu dans l'historique de la revue, c'est-à-dire que nous, c'est assez marrant, mais cette idée de publier des livres, elle est venue quand même très très rapidement. C'est-à-dire qu'on s'est occupé d'abord de penser comment on allait pouvoir publier une revue, ce qu'on allait mettre dedans. Mais je dirais que presque dès le premier numéro, on s'est dit qu'avec les autrices, les auteurs, toutes les personnes qui écrivent dans la revue, qui illustrent aussi, qui photographient aussi, il y avait un potentiel énorme en fait pour aller plus loin dans les histoires qu'on racontait. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque c'était un papier, voilà, pour le coup on n'a pas encore donné suite, mais je me souviens d'un ou de plusieurs papiers où on s'était dit là vraiment il y a un bouquin derrière. Donc c'est quelque chose qui nous a trotté quand même pendant bien 2 ans dans la tête, et on s'est toujours dit que le premier, je dirais la première chose qu'on développerait si on devait développer des choses en plus de la newsletter et de la revue papier, ça serait la maison d'édition. Et c'est comme ça qu'elle s'est créée, qu'elle a été lancée il y a 2 ans avec le livre de Tal Madesta, La fin des monstres. Et l'exemple de ce livre, il est intéressant parce que Tal, c'est quelqu'un qui nous a écrit dès la première dès le premier courrier des lectrices, des lecteurs après le premier numéro, pour nous parler de la revue, pour nous dire un peu son avis dessus. On a trouvé qu'il avait un regard super intéressant. On l'a invité à faire des chroniques dans la revue, et puis ces chroniques finalement ça a donné lieu finalement à ce livre où il raconte en fait sa transition de genre et les effets de sa transition de genre sur son entourage et sur aussi sa vision du monde. Donc c'est un beau bouquin, comme tous les bouquins qu'on fait, évidemment. J'ai mis le lien aussi dans le chat. Mais en tout cas, c'est pour expliquer aussi, ça veut pas dire que toutes les personnes qui publient des livres chez nous sont des personnes qui ont écrit dans la différente, mais il y a toujours un fil qui est tendu. Voilà, ça peut être, par exemple, on a sorti un livre jeunesse qui s'appelle Idou à l'automne dernier. Il est illustré par Léa Djeziri qui a beaucoup travaillé pour la revue, qui est illustratrice et qui a fait des couves de la revue. Voilà, donc il y a toujours un fil qui est tendu, c'est-à-dire que c'est jamais évidemment par hasard. Oui. Voilà. Et donc c'est à ce propos-là, de questions un peu participatives, questions en lien avec la revue sur la maison d'édition, c'est aussi votre fonctionnement, parce que vous avez un comité quel est le nom exact, un comité éditorial. Comité éditorial, ouais. Comité éditorial qui est composé de personnes qui sont des journalistes, des personnalités, des militants. Ouais. C'est quoi C'est le fonctionnement de ça? important d'en parler parce que le comité éditorial, vraiment, ça fait partie des choses qui ont été mises en place presque, enfin très très en amont même de la publication du premier numéro de la revue. En fait, quand on a avec mes 3 associés, donc Marie Barbier, Lucie Geffroy, Emmanuel Josse, donc et moi-même, commencé à penser cette revue, on s'est dit très vite que à nous 4, on n'allait pas embrasser suffisamment de sujets, de connaissances, d'expériences aussi de terrain, de vécu aussi. Il y a aussi une volonté de diversifier au-delà de nous qui socialement sommes un peu les mêmes personnes avec les mêmes parcours. Donc on a eu envie aussi de diversifier. Et donc en fait on a réuni d'abord par notre réseau, puis après en allant de manière, je dirais assez ciblée, chercher des personnes. On a réuni autour de nous, aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de personnes, des universitaires, des activistes, des journalistes, il y a une éditrice, il y a, enfin voilà, plein de gens qui en fait, il y a notre directrice du développement du marketing qui était d'abord au comité éditorial et puis qui ensuite voilà qui allait travailler dans un autre titre de presse et qui elle est après rentrée dans la boîte, mais d'abord dans le comité édito. Et en fait, c'est avec ces personnes-là qu'on a pensé dès le départ le projet éditorial de la revue. Donc à la fois les rubriques, à la fois le positionnement, et puis à la fois quel sujet on avait envie, besoin de traiter et comment on allait les traiter. Et donc en fait, au début, on a fait des réunions dans des endroits assez improbables parce que la revue n'était pas installée, elle ne sortait pas dans des magasins fermés, dans des caves à vin, dans des jardins, dans des salons, évidemment, voilà. Aujourd'hui, on les fait au bureau, mais ces réunions ont toujours lieu tous les 3 mois. Et en fait, ce qui est extrêmement fécond, c'est justement
discussion entre des gens qui partent de terrains assez différents, donc le terrain journalistique, le terrain universitaire, le terrain militant, voilà, et qui viennent en fait, c'est vraiment l'endroit où soit naissent par exemple les idées de sujets, les idées de dossiers, etc., ou bien quand elles sont nées dans des réunions plus restreintes, où on soumet un peu ces idées à une espèce de cerveau collectif, quoi, et qui est voilà, qui donne la revue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est une instance qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui font partie du comité édito et écrivent régulièrement à la revue, ou écrivent des bouquins ou contribuent à la publication des bouquins, ou enfin voilà. Donc maintenant c'est vraiment bon, c'est un peu galvaudé, mais il y a un côté vraiment famille de la déferlante, enfin, famille intellectuelle de la déferlante, je dirais. Le comité éditorial, vous pouvez le voir à la fin de la revue, hein, Oui, pour les tout à fait. C'est dans spectateurs. l'ours, donc il y a tous les noms des personnes Il y a tous qui. les noms. Il y a des noms que Voilà. vous connaissez peut-être. Alors, il y a Nora Boisouni qui en fait partie, qu'on avait reçu ici, hein, pour son livre sur les violences en cuisine. Il y a Mélusine, que vous suivez peut-être sur les réseaux notamment. Christelle Ouais. Murula, de Lajar, qui est journaliste indépendante. Voilà, plein de noms qui vous diront peut-être quelque chose. Et toutes les membres du comité éditorial sont présentés, je crois, sur le site aussi, si jamais vous voulez plus de détails. Par rapport à ce comité éditorial, il y a aussi en creux la question du financement. Comment fonctionne la revue? Est-ce que c'est indépendant, et comment vous êtes financé? Alors nous, on est, dès le départ, depuis le départ, une revue, indépendante au sens où on n'a pas de gros actionnaires. En gros, les actionnaires, c'est nous, les cofondatrices, et puis, des lectrices et des lecteurs depuis 2 ans et une levée de fonds qu'on a faite. Mais donc voilà, il n'y a pas de gros actionnaires, qui nous demandent, des comptes ou qui influenceraient d'une manière ou d'une autre, la ligne éditoriale de la revue. Ça, c'est vraiment hyper important pour nous. Ouais. Et sans publicité. Ce qui veut dire concrètement que nos revenus, viennent, essentiellement, des ventes, de, la revue, et dernièrement un peu des livres, mais surtout de la revue, et plus précisément encore des abonnements qui sont vraiment l'apport en argent, en trésorerie, qui nous permet de fonctionner au quotidien, de fabriquer les revues, etc. Donc c'est pour ça que nous, on insiste beaucoup au niveau de notre de la manière dont on se présente, de notre déploiement, sur le fait que si la revue plaît aux lecteurs et aux lectrices, et si il est ou elle en ont les moyens, ben, de s'abonner. On est aussi, alors je le dis parce que c'est pas deux forces qui s'opposent ou qui s'annulent, mais on est aussi, donc je le disais au début, disponible à l'unité en librairie. On s'appuie aussi beaucoup sur notre réseau de libraires qui sont des libraires indépendants, en général beaucoup, enfin la plupart, la grande majorité, engagés, qui nous soutiennent, qui nous recommandent, qui nous invitent à parler de la déferlante aussi. Donc c'est vraiment deux pieds sur lesquels marche, deux jambes sur lesquelles marche la revue, c'est-à-dire d'un côté les abonnements qui apportent on va dire le gros de ce dont on a besoin pour fonctionner, et la librairie qui apporte la visibilité, et puis le label librairie aussi, voilà, parce que quand on est conseillé par des libraires, eh ben, les gens ont envie d'y aller et font confiance, donc c'est aussi hyper important. Ouais, Voilà. je précise simplement, par transparence, que Mediapart est actionnaire aussi à 3% de la C'est revue. vrai. Alors j'ai dit on n'a pas de gros actionnaires. De fait, Mediapart, je sais plus si c'est, enfin c'est autour de 8% du capital. Enfin non, 8% du capital au départ. Je vais dire des conneries. En tout cas, c'est un petit actionnaire Mais j'avais à 3% l'échelle dans du le. capital en entier. Voilà. Ok. Voilà, c'est juste pour que les gens sachent, quoi. Mm. Voilà. Oui, oui. Donc ça, c'est sur le financement, financé essentiellement par les abonnements. Vous avez aussi fait le choix, donc on disait, de traiter une grande diversité de sujets, toujours sous le prisme féministe, mais on a des sujets très très variés, et aussi on a des formes très variées. Rien que dans la revue du jour que j'ai entre les mains, on a du dessin de presse, on a des interviews, on a des universitaires, des chercheuses qui présentent leurs analyses, et on a aussi de la bande dessinée. Ça m'a assez interpellé aussi, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir une BD dans la revue. C'était une volonté dès le départ, ça? Tout à fait. Et de la BD, il y en a vraiment dès le départ. C'était une envie commune qu'on avait, et cette rubrique, si tant est que ce soit une rubrique, est, gérée par ma collègue et associée Lucie Geffroy, qui suit ça de près. Et c'est vrai qu'on a fait venir pas mal d'autrices, d'auteurices et dessinateurices de bande dessinée dans cette revue. Cette volonté de diversité, il y a aussi une diversité
j'ajouterais sur le format des papiers aussi. C'est vrai, alors on est une revue trimestrielle, les gens disent souvent qu'il faut du temps pour nous lire aussi, mais on a à cœur aussi de proposer différents formats de papier, c'est-à-dire à la fois des papiers longs, où je dirais on arrive à explorer un sujet sous des angles et des aspects parfois historiques, Mmh mh. géographiques, économiques, etc. Mais on a aussi comment dire, moi je compare souvent ça à une maison où en fait il y a une porte d'entrée et puis des fenêtres de différentes tailles à des étages différents. Voilà, Mmh. les gens attrapent ce qu'ils ont envie d'attraper. On a aussi cette rubrique, vous en parliez tout à l'heure, de la rencontre. Là, Ebony Keyona, on a fait se rencontrer Philippe Poutou et Virginie Despentes, Céline Sciamma et Annie Arnaud, Mmh. Lola Lafont et Vanessa Springora. Voilà, ça c'est aussi une rubrique qui fait venir par exemple des gens qui connaissent pas la revue et qui s'intéressent à ces noms-là, à ces personnes-là qui suivent leur travail. Et voilà, et c'est une porte d'entrée dans la revue. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même proposer à un ensemble assez large de personnes de nous connaître. Et pour ça, c'est vrai qu'on peut pas avoir que des papiers super ardus. Il y en a, et il y en a Oui. parce qu'on a aussi cette volonté comment dire, de proposer ça aussi. Mais effectivement, il y a des chroniques qui sont plus courtes, il y a des interviews, il y a des entretiens, il y a de la photo, il y a des portfolios, il y a cette bande dessinée, il y a ce dessin de presse. Mmh mh. Il y a une rubrique qu'on a mise en place qui est le courrier des lectrices et j'en parle par des lectrices. Et j'en parle parce que déjà, c'était pas une rubrique qu'on avait pensée au tout départ. Et puis, en fait, sous l'impulsion et sous le conseil d'une historienne qui est dans notre comité édito, qui s'appelle Bibia Pavard, Mmh. qui a beaucoup étudié la presse féministe dans l'histoire. Et elle nous disait que vraiment, pour elle, historienne, pour elle au pluriel historienne, le courrier des lectrices de la presse et notamment de ces revues féministes, c'est vraiment une photographie de l'époque. Et quand on a commencé à recevoir beaucoup de courriers après le premier numéro, on s'est dit, voilà, on a instauré cette rubrique. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont très, très fans de cette rubrique, où en fait, on essaie de faire remonter euh, des courriers qui peuvent être. Alors, en fait, on essaie de pas mettre les trucs où les gens nous disent vous êtes super, et il y en a plein, et merci vraiment pour Même si ça. ça fait plaisir. Mais il y a aussi pas mal de gens qui nous posent des questions, qui nous font part de leur expérience au regard de choses qu'on a écrites. Il y a des gens qui nous disent là, ça va pas du tout, ou là, vous avez écrit une connerie, etc. Et donc, on essaie vraiment d'être tout à fait transparente par rapport à ces courriers-là, et au contraire, peut-être même de privilégier les courriers qui nous font avancer, c'est-à-dire dire bah oui, là-dessus, on a écrit telle chose et on aurait dû le penser autrement, on aurait pu le penser autrement. Voilà une lectrice ou une lectrice qui nous apporte quelque chose, on le publie, on répond souvent, pas toujours, voilà. Et donc il y a cette rubrique, j'en parle parce que on a une certaine affection pour elle. C'est Mmh. aussi un lien avec nos lecteurs, nos lectrices. J'essaie de trouver la rubrique courrier dans le ah oui, Elle est au début, je suis tombé pile dessus, voilà, effectivement. voilà. Heu, Par exemple, un exemple de courrier, je peux lire un exemple aux gens pour voir le genre de courrier que vous sélectionnez. Bonjour, dans l'article «Quand l'habit fait le genre» de Sarah Bosquet, vous citez la série La Chronique des Bridgerton pour parler des corsets. J'aime beaucoup cette série, mais il s'agit d'une fiction. Même si ce passage est crédible, je pense que citer des œuvres de fiction contemporaine discrédite pas mal le propos, alors qu'ailleurs des historiennes sont citées. Voilà, c'est ce genre de remarques, par exemple, sur des articles qui sont utilisés. Heu, Oui, bah, c'est super intéressant parce qu'effectivement, elle nous fait part, de sa réaction, de son avis. Et en même temps, je crois que ce qu'on lui répond, je l'ai pas sous le nez, mais c'est que pour nous, la question de comment en fait, les choses sont représentées, dans, les productions culturelles, dans la culture populaire et cetera, mmh, c'est aussi, un indice de comment elles sont pensées. Voilà. Et que nous, je peux pas dire, on fait pas de hiérarchie, mais à côté, on va dire, des sources universitaires, on s'intéresse aussi à la pop culture, au cinéma, aux séries, à la musique, au théâtre, comme un élément qui va venir documenter un peu l'époque. Voilà, donc c'est ce qu'on répond. Ça permet aussi de raconter comment on travaille. mmh mh. Et je vois, un autre courrier, sur un sujet, sensible. Là, vous aviez invité pour un entretien croisé, c'était Rima Hassan et Médine. Et donc un exemple de quelqu'un qui était, qui se disait extrêmement,
déçus par rapport aux accusations d'antisémitisme par lesquelles sont ciblés Rima Hassan et Médine, et vous prenez le temps de répondre à ça aussi, en disant c'était important de donner la parole à ces deux figures de la défense de la Palestine et de la lutte antiraciste, ce qui est aussi dans Tout à l'actualité. fait, et en leur posant ces questions, enfin en leur adressant cette question des critiques sur des propos antisémites qu'ils auraient tenus, où ils répondent. Il y a il y a des encadrés, il y a un appareil de notes qui remettent en contexte les propos, etc. Donc oui, oui, c'est important aussi de. Je pense que c'est aussi un endroit où on montre un peu les coulisses Mmh. de la revue. Voilà. Je vois dans les commentaires que les gens m'entendent moins bien, Non, alors j'essaie de me rapprocher. Je c'était de sais ma pas si faute. c'est mieux. C'était de ma faute, j'ai réglé le problème. Ah d'accord, pardon. J'avais, Alors je vais pas crier du coup. c'est bon, c'est bon. Non, normalement, le problème est réglé. Vous entendez le son normalement, a priori. Bah, écoute, si sur la présentation, si tu avais rien à ajouter, je pense qu'on peut peut-être passer un petit peu à des zooms sur certains articles de ce numéro pour que les gens voient un petit peu de quoi on parle dans la déferlante. Donc, dans le dernier numéro, on l'a dit, il y a une grande variété de sujets. Et j'ai sélectionné 2 articles desquels on va un petit peu plus discuter. On va commencer peut-être par celui sur Gaza, justement, puisqu'on en parle, puisque Rima Hassan est rentré hier, qu'il y avait une manifestation place de la République, justement, par rapport au génocide à Gaza. Et donc l'article Gaza, l'amour et la guerre en héritage, un article de Céline Martelet. Donc ça, pour moi, ça recoupe vraiment tout ce qui fait l'identité de la revue. Donc on a une journaliste indépendante qui est habituée des théâtres de guerre. Hein. Je crois qu'elle a travaillé notamment en Syrie, en Irak. Ouais, beaucoup au Proche-Orient. Donc de l'actualité internationale, mais avec un angle féministe. Est-ce que tu peux expliquer en quoi cet article prend un angle féministe sur le conflit à Gaza? En fait, Céline Martelet, alors déjà, peut-être définir ce que c'est qu'un angle féministe, et ça me permet de revenir à des choses que je disais au début. Quand on parle d'un positionnement féministe intersectionnel, je pense que si on a des lecteurs, lectrices de Mediapart qui nous suivent, des gens connaissent un peu. Après, on connaît pas forcément le concept et le mot, mais l'idée, c'est de dire que un féminisme intersectionnel, c'est un féminisme qui large, je dirais, et qui, à l'intérieur de son féminisme, vient s'interroger sur d'autres logiques d'oppression, sur des logiques coloniales, par exemple, dans le cas de la géopolitique et de ce qui se passe, à Gaza, des logiques racistes, ça va ensemble pour d'autres sujets, voilà, c'est-à-dire ce qui peut se passer en France autour de l'islamophobie, etc. Des logiques aussi de classe sociale, c'est-à-dire quand on parle de féminisme, et ça c'est vraiment souvent un défaut qu'on a, c'est de pas forcément penser le vécu des classes populaires et des femmes issues des classes populaires, et donc des classes populaires racisées, mais ça peut être aussi s'interroger sur le vécu des femmes ou des personnes sexisées qui sont en situation de handicap, par exemple. Voilà, il y a plein d'autres exemples. Donc déjà, définir que ce féminisme, nous, à travers lequel on regarde le monde et la société, c'est un féminisme qui inclut en fait tous ces questionnements sur d'autres logiques d'oppression. Et en ça, déjà s'intéresser à Gaza, et on n'est pas les premières à le dire, mais s'intéresser à la population de Gaza, aux civils de Gaza, à ce qui s'y passe, c'est déjà une démarche féministe. Gaza est un sujet féministe parce que, en fait, dans ce sujet chaud d'actualité dramatique, viennent se loger, évidemment, enfin c'est une évidence, mais des logiques d'oppression, de domination, de violence. Donc ça, c'est féministe de s'y intéresser. Et en plus, donc pour revenir à l'article lui-même, Céline Martelet, ce qui l'a intéressé, c'est de raconter en fait une famille palestinienne à travers 3 femmes de 3 générations. Donc il y a une enfant de 11 ans qui est réfugiée en France, à Angers, sa tante qui est réfugiée au Caire, et la grand-mère ou la mère, selon comment on la considère, qui elle a fait le choix de rester à Gaza, où son mari a été enterré, son mari qui lui-même est mort dans un bombardement israélien, je ne sais plus, dans les années 90. C'était en 2008. En 2008. En 2008, pardon, voilà. Voilà. Et à travers l'histoire des femmes de cette famille, c'est aussi une manière aussi de raconter, de tirer le fil en fait de l'histoire du peuple palestinien, donc de revenir sur l'histoire récente, du moins l'histoire du XXe siècle du peuple palestinien, où en fait ce dont on se rend compte, c'est que par exemple la grand-mère, elle est
elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban. Et puis ensuite, parce que son mari avait des activités politiques, ils ont été contraints de s'exiler en Tunisie auprès de l'Organisation de libération de la Palestine. Ils sont rentrés ensuite à Gaza. C'est aussi, en fait, ça raconte aussi beaucoup de femmes qui sont devenues veuves, c'est-à-dire que cette femme qui a perdu son mari, on disait dans un bombardement en 2008, elle avait aussi perdu son père qui a été tué dans un contexte de guerre aussi. Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment à travers les femmes, à travers cette famille, raconter plus large, et ça, c'est vraiment une démarche qu'on aime bien, et avec cette particularité que Céline Martelet, quand elle écrit cet article, elle parle au jeu, JE, à la première personne. Euh, et ça raconte aussi beaucoup une démarche qu'on a à la déferlante qui est importante pour nous, c'est la question de situer les récits, de Mmh. situer les savoirs. C'est-à-dire, justement, c'est pas de dire on peut parler de tout depuis tous les endroits. En fait, Cécile Martelet, vous l'avez dit, elle est journaliste, elle connaît très bien le Proche-Orient. Le père de la petite fille, le fils de cette femme qui est restée à Gaza, en fait, c'est une personne qu'elle connaît, c'est une personne qui a été son fixeur, donc son guide et interprète Mmh. sur le terrain en Palestine. Et donc, elle parle depuis sa position à elle, en ne cachant rien de qui elle est par rapport à ces gens-là et de ce que cette histoire lui fait aussi. Et je pense que c'est aussi comment dire, que cette question de ce qu'elle ressent, de comment elle voit les choses, de son regard à elle sur cette situation-là, voilà, ça apporte de la valeur aussi, et ça apporte aussi pour les personnes qui lisent, on sait où on met les pieds. On sait Voilà, qui et ça parle. c'est Mmh. important pour nous dans notre démarche. Oui, ça s'oppose à peut-être à une approche plus surplombante de neutralité qu'on pourrait trouver, dans d'autres médias. Là, on Voilà, sait qui parle et pourquoi, la personne ouais. parle comme ça et avec tel, De la même manière, alors on essaie de le faire encore davantage, mais on essaie aussi dans la revue de faire écrire les personnes concernées mmh mh. par les sujets. Par exemple, si et en même temps de ne pas les cantonner qu'à ça. Parler de racisme, bah, on préfère le faire avec un ou une journaliste racisée. Vous parliez de la JAR tout à l'heure, on travaille avec beaucoup de journalistes de la JAR. La JAR, c'est l'association des journalistes antiracistes et racisés. Mmh mh. Voilà, de la même manière que je parlais de Talma Desta tout à l'heure, quand on parle de sujets touchant aux questions LGBT, aux questions de droits des personnes trans, bah, on fait travailler des personnes concernées aussi, c'est hyper important pour nous. Voilà. Autre D'autant exemple. plus qu'en général, elles sont souvent déjà que les journalistes indépendants sont très précaires, mais alors les femmes et les personnes LGBT racisées sont parmi encore les plus précaires. Donc c'est important pour nous aussi en termes d'engagement. Oui, on le voit de toute façon chaque fois à la fin du numéro, vous avez les contributeurs et Ouais, contributrices, mais essentiellement les contributrices du numéro, et on va voir les personnes avec une petite bio et une photo à chaque fois. Je montre un peu aux gens pour qu'ils voilà. puissent voir. Vous pouvez voir tous les gens qui ont contribué aux articles, parce que est-ce que vous avez des permanents qui écrivent des enquêtes dans la rédaction ou Non, on n'a pas de journalistes. En fait, les seuls journalistes de la rédaction, ce sont nous quatre cofondatrices et co-rédactrices en chef qui écrivons très peu, accidentellement, je dirais. Voilà. Et puis, on a une journaliste vidéaste qui, elle, travaille pour les réseaux sociaux et fait des vidéos pour les réseaux sociaux. Mais on n'a pas sinon de journalistes en interne ou d'autrices d'ailleurs en interne qui écrivent. Ce sont que des personnes indépendantes. Voilà. Par exemple, je pensais à un article dont on n'a pas parlé, mais sur la RDC, là, le viol comme arme de guerre. Vous Oui, avez fait appel à un cartographe et à une militante de RDC, justement, tout à fait. pour évoquer ces sujets. Ça prend un Tout à exemple. fait. La personne qui a écrit et dessiné la BD sur le Cameroun est elle-même camerounaise. Hein, c'est ce qu'on voit Tout à fait. dans le franco-camerounaise. Donc on voit dans les biographies qu'il y a un lien à chaque fois entre les Oui, autrices et enfin, les l'idée, articles. c'est vraiment de pas plaquer un regard extérieur sur une réalité qui serait mal connue. En fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire surtout quand on parle, surtout quand on est sur des sujets qui sont déjà des sujets qui souffrent en fait de comment dire d'un regard colonial ou colonisé quoi. Enfin voilà, donc c'est hyper important à un moment donné effectivement. Et c'est pour ça que je disais qu'on n'arrive pas encore à le faire jusqu'au bout. En fait, idéalement, nous on voudrait faire écrire des journalistes palestiniennes. Après, il y a des questions il y a des questions de de Pratique, trouver hein. des personnes qui Mm. peuvent écrire, qui ont la possibilité, les conditions matérielles. Il y a la question de la langue, de la traduction, mais c'est quelque chose vers lequel on va et on travaille de plus en plus. Voilà. Ouais, ça, intéressant de parler de ça justement parce que la question des journalistes palestiniens et palestiniennes, justement, ce qu'on voit. Alors, il y a mon téléphone qui fait du bruit
dans le micro, la question qu'on voit sur les journalistes palestiniennes et les journalistes palestiniens, c'est que, on le voit dans le reportage, que vous avez publié, en fait, il y a la question de l'exil et de l'éclatement des familles. Les gens sont dans des endroits différents et c'est pas forcément, facile d'avoir accès et leur histoire raconte à chaque fois en exil à des périodes différentes de l'histoire. Tout à fait et puis on sait aussi que pour celles, et ceux, qui sont, restés, ils vivent, actuellement dans des conditions matérielles, où, voilà, ils sont aussi dans l'urgence donc voilà. Mais en tout cas, notre idée à terme, c'est aussi de, voilà, de faire écrire vraiment, les personnes, concernées et encore Mmh. une fois, sans les cantonner à ces sujets-là. C'est-à-dire que, il s'agit pas de dire je dis n'importe quoi, mais que les personnes racisées ne peuvent parler que de racisme. Mmh mh. Voilà, c'est hyper important, de pas essentialiser les gens, voilà. Mmh. Et sur l'article sur Gaza, il y a aussi, qui est intéressant, donc on parlait tout à l'heure de la question de situer le discours, de savoir qui parle, d'admettre, éventuellement qu'on peut avoir des biais, qu'on a une histoire aussi qui peut peser sur notre façon d'écrire. Mais à côté de ça, vous contextualisez quand même pas mal les articles. Il y a beaucoup d'encadrés. Celui sur Gaza, il y a un rappel historique de dates, importantes pour la famille. Il y a des dates de la guerre, il y a des histoires un petit peu sur le passé de la Palestine. Donc ça permet aussi d'avoir un côté plus comment dire ça? Plus objectiver un petit peu certains aspects qui pourraient être écrits dans l'article? Oui et puis surtout donner des clés. Alors, je m'entends en écho. Donner des clés, c'est un peu ça revient à ce que je disais un peu tout à l'heure de donner accès à différents endroits d'accès, différentes fenêtres, différentes portes, d'entrée. Mais aussi, pas lâcher, les gens en chemin une fois qu'on les a mis, sur le chemin. C'est-à-dire que, nous, par exemple, dans tous nos dossiers, souvent pour la bande dessinée aussi, on a des rubriques, pour aller plus loin, qui sont des références, qu'on donne, de livres, de podcasts, Mmh mh. parfois des petites interviews, qui, permettent, aussi de mieux comprendre un reportage qui a précédé, par exemple. On travaille, alors on essaie de pas en mettre trop pour pas que ça soit lisible aussi, mais par exemple pour les articles, on essaie d'expliquer en note de bas de page ou de marge plutôt, dans la mise en page, en fait, les concepts un petit peu compliqués, de donner, un petit peu de contexte. Voilà, l'idée c'est vraiment d'amener, tout le monde, à la compréhension, la plus globale, la plus totale, des sujets et ça cette démarche pédagogique, elle est d'autant plus importante que oui, on a un fort niveau d'exigence, par rapport au sujet qu'on traite. Mais en même temps, exigence veut pas dire qu'on lâche les gens en chemin. Et là, par exemple, c'est intéressant d'en parler parce on a un projet qui a abouti là il y a peu de temps, qui est un glossaire en ligne sur notre site. En fait, on s'est rendu compte, au fil donc on est à 18 numéros là, on est en train de finaliser le 19, qu'il y a énormément de concepts qui reviennent beaucoup, qu'on définit beaucoup, qu'on met en note, qu'on met en encadré, etc. Et Oui. finalement, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre à disposition ces définitions, ces concepts de nos lectrices et de nos lecteurs? Et donc, on a ouvert cette section de notre site internet, donc qui s'appelle tout simplement le glossaire, où pour chaque numéro, et donc on commence à avoir une somme de définitions, on propose des définitions. Alors, c'est pas seulement des définitions telles que la définition du dictionnaire, mais c'est des définitions qui sont mises en perspective et qui donnent aussi des ressources pour, encore une fois, aller plus loin. Et ça, c'est vraiment dans la droite lignée de ce travail de pédagogie qu'on fait par rapport à nos sujets. Ouais, mais une Voilà. question d'accessibilité aussi effectivement pour des langages qui vient parfois du monde militant, qui c'est pas Tout forcément, à fait. accessible immédiatement. Ouais, j'ai mis le lien dans le chat, hein, si les gens veulent aller voir effectivement. Super, merci beaucoup. Si vous avez des questions sur les termes employés, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et on a une Mmh. bonne question de Nakeu dans le chat qui nous demande comment, les sujets sont choisis? Est-ce que vous allez chercher les personnes concernées pour parler d'un sujet que vous choisissez ou est-ce que c'est les personnes qui viennent vous proposer, des sujets? Et ben, les 2 en général. Depuis 4 ans, on a un gros, réseau de pigistes, donc ça veut dire de gens, quand je dis réseau de pigistes, des gens avec qui on travaille déjà ou avec qui on est en contact. Et puis, chaque, numéro amène aussi, de nouvelles, personnes, qui nous contactent, qui nous font des propositions et cetera. Donc on essaie, et je sais pas s'il y a des pigistes parmi les gens qui nous regardent, mais Bah, quelqu'un de demandait si vous preniez traiter les sujets, ouais. ces propositions, au mieux. On a beaucoup de travail et c'est vrai qu'on essaie voilà, d'avancer là-dessus avec toutes ces propositions, puis avec une revue qui ne paraît que tous les 3 mois. On a aussi la newsletter dans laquelle on les fait travailler, donc ça permet aussi d'avoir un petit peu plus
de turnover et d'articles qui passent. Donc on a beaucoup de propositions, on en retient, je serais absolument incapable de donner une proportion, mais on en retient beaucoup. C'est aussi comme ça qu'on fait connaissance avec des gens qu'on ne connaissait pas avant, parce que notre réseau, il est limité aussi au départ. Et par ailleurs, ça arrive aussi fréquemment que entre nous, donc soit avec le comité éditorial, soit dans nos réunions éditoriales qu'on fait plus au sein de l'équipe permanente, on ait des envies de sujets qui sont générées par des lectures, des choses qu'on écoute, des gens qu'on rencontre, etc. Et qu'on se dise qui serait pour nous la bonne personne pour le traiter. Parfois, la bonne personne, elle se trouve dans un réseau, chez des gens déjà connus avec qui on a déjà travaillé, mais aussi, ça arrive souvent. Je pense que c'est comme ça, par exemple, que Céline Martelet est arrivée dans la revue, c'est-à-dire qu'on cherche la bonne personne pour travailler sur un papier, pour le documenter, quelqu'un qui connaît le sujet, quelqu'un, voilà. De la même manière, dans le dossier éduqué, voilà, ça c'est un peu plus évident, mais on a voulu faire quelque chose en lien avec l'affaire Betaram pour raccrocher aussi ce dossier éduqué à des grandes questions, enfin des grands débats d'actualité. Et en fait, là-dessus, on s'est dit, il y a une personne qui parle beaucoup de ça dans un de ses derniers bouquins, c'est Mona Chollet, donc qui parle de la pédagogie noire et de cette manière, cette tendance dans l'éducation un peu entre guillemets, de mater, en fait, d'être dans une position où l'éducateur est quelqu'un qui va remettre, entre guillemets, dans le droit chemin les personnes qu'elle éduque. Et donc, on a demandé à Mona Chollet, on était très heureux parce que ça fait longtemps qu'on demande à Mona et elle est toujours débordée d'écrire pour nous. Et donc là, voilà, c'était en écho à son propre livre. Et on est très heureuse qu'elle ait écrit pour nous. Avant de parler de l'article de Mona Chollet, ça me fait penser à une autre question, c'est aussi le format. Attends, je m'entends en double. Le format revue fait qu'on a aussi la possibilité de travailler sur le temps long. Et d'avoir des articles au plus long cours, pour préciser aux gens que souvent sur des revues qui sont trimestrielles par rapport à des quotidiens ou des hebdomadaires, on a la possibilité d'avoir des articles assez approfondis sur des sujets plus au long cours et moins d'être trop liés à l'actualité. Oui, et puis ça c'est important, notamment pour le travail d'enquête que font pas mal de nos journalistes. Je suis désolée, il y a de la circulation. Non, c'est pas grave. C'est bientôt fini. Oula, oui, ça reste d'avoir du bruit. Je vais fermer la fenêtre, j'arrive. Ok. Voilà, merci. Script Moderne, tu t'es envoyé le lien. Et du coup, j'ai perdu ce que je disais. Je disais quoi? On parlait du temps long et du format. Oui, je parlais des enquêtes. Non, je pensais à l'enquête qu'avait fait une journaliste qui s'appelle Sarah Boucaud sur les enfants qui eux-mêmes commettaient de l'inceste, c'est-à-dire que l'inceste, en grande partie, ça se fait non pas entre, mais enfin c'est perpétré par des personnes mineures, des frères, des cousins, beaucoup de garçons, enfin principalement des garçons. Voilà, et ça c'est une enquête sur laquelle je crois qu'elle a travaillé 10 mois. Sarah, elle continue à travailler pour nous sur ce sujet-là, donc il y a des choses à venir sur ce sujet. Mais c'est vrai que notre rythme et puis l'espace qu'on a la possibilité de donner dans notre revue, quand je dis l'espace, c'est le nombre la taille des articles, en fait permet ça aussi. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très satisfaisant quand on arrive à embrasser un sujet, à le traiter dans le détail, en profondeur, en enquête, en faisant un travail sérieux. Voilà. Donc il y a des gens qui travaillent pour nous sur des temps très longs. Et donc, on évoquait tout à l'heure l'article de Mona Chollet, donc qui est Betaram ou la pédagogie noire. Donc ça, c'est un bon exemple, je trouve, de marier une analyse de quelqu'un qui est chercheur, universitaire, journaliste, à un thème d'actualité. Là, on parle de la pédagogie noire. Donc, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut un petit peu expliquer l'article, le contenu aux gens, la thèse qui est présentée dans cet article? Ouais. Déjà sur la démarche, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nous d'apporter, on va dire, un regard. J'aime pas ce terme, mais là tout de suite j'ai pas mieux, d'expertes sur des sujets d'actualité. C'est-à-dire comment, au-delà du traitement jour après jour, presque heure après heure, de certains sujets d'actualité, de certains scandales d'actualité que par exemple Mediapart documente très bien sur les questions des violences sexuelles. Comment est-ce qu'on peut à un moment donné faire un pas en arrière
mobiliser un peu des savoirs et des connaissances, on va dire, plus générales, que ça soit des connaissances universitaires. Parce que Mona Chollet, bon, elle est journaliste, mais elle va puiser, dans les savoirs universitaires, elle va puiser dans la pop culture, elle va puiser dans la littérature, et cetera. Donc, voilà, elle va mobiliser des savoirs pour, à un moment donné, créer de la pensée autour d'un sujet d'actualité, pardon. Donc là, on le fait avec Mona Chollet. Mmh mh. On le fait beaucoup dans la revue en faisant des entretiens avec des chercheurs, des chercheuses sur des sujets qu'on traite qui sont en lien avec les débats d'actualité. Et pour nous, c'est hyper important parce que ça crée effectivement de la matière à penser, de la matière à débat, et en fait, ça permet je sais pas, moi je sais qu'en tant que lectrice qui suit l'actualité, il y a des moments où je suis complètement, intellectuellement et émotionnellement débordée par ce que Oui. je lis et par ce que j'entends, et il y a plein de moments où je dis: «Alors là, je sais pas quoi en penser», et je pense que nous, une de nos propositions, c'est de se dire: «Asseyons-nous, nous sommes une revue, trimestrielle, complétée par d'autres choses, encore une fois, on a toujours la newsletter si on a envie de suivre les choses au plus près, mais on a une revue trimestrielle, posons-nous, on va vous parler de ce qui se passe en ce moment, mais on s'est posé, voilà ce qu'on a réuni et voilà quel est le regard qu'on vous propose. Sachant qu'il y a un regard, là, c'est celui de Mona Chollet, et qui pourrait être complété par d'autres regards. Hein. Enfin, je veux dire, Mmh mh. on assume, c'est ce qu'on disait précédemment, on assume que c'est une vision des choses, mais c'est une vision documentée. Voilà. Mmh. Et donc ça, ça fait partie de la proposition, et je pense que ça fait même partie du projet de départ, qui était de dire vraiment le projet de départ de la déferlante, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis souvent, enfin on le dit souvent quand on parle de la déferlante, c'est que nous on a pensé, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est aussi un petit clin d'œil à Mona Chollet, qui est une des premières personnes qu'on a rencontrées quand on a eu ce projet pour tester un peu l'idée. C'est qu'en fait nous on a pensé cette revue au moment où sortait son premier best-seller qui était Sorcière, donc c'est 2019. Mmh. Et à l'époque, en fait, bah, il y avait Sorcière, alors qu'on voyait à peu près partout. Tout le monde lisait Sorcière dans les transports, dans le train, dans le métro, etc. Voilà. Et puis il y avait les podcasts, il y avait La Poudre de Lorraine Bastide, il y avait Les Coups sur la table de Victoire Tuaillon, il y avait plein de bouquins qui sortaient en librairie. Et vraiment, l'idée de la déferlante, elle est née de dire, ok, comment on s'oriente là-dedans? Comment à un moment donné on y voit clair, et justement on fait ce petit mouvement que je matérialise par le pas de recul pour se dire voilà, quoi penser? Et encore une fois, c'est pas du prêt à penser, au contraire, parce qu'en plus, je pense qu'on essaie de faire des articles qui sont pas, où les questionnements ne sont pas fermés. On veut pas donner de réponse définitive, en fait. On veut donner des pistes et donner des éléments pour penser les choses. Donc ça, c'est vraiment la démarche qu'on a, là avec cet article-là, mais avec plein d'autres. Mmh. Est-ce que ça rejoint, je pense, pas mal, ce que pensent pas mal de gens et ce que j'entends beaucoup aussi, c'est des gens qui en ont plus qu'assez de l'actualité, qui sont avec un peu un phénomène de saturation aussi, et d'entendre et de lire, plein de fois les mêmes choses sur les mêmes sujets, et de justement de prendre un peu du recul. Ça peut être une approche aussi différente de l'actualité, et ça peut aussi être intéressant. Là, sur Betaram, on est vraiment sur de l'analyse au global sur, les méthodes d'éducation et sur la façon dont on perçoit les enfants, qui est assez intéressante aussi par Mona Chollet. C'est ça. Elle est allée chercher, elle mentionne beaucoup une psychanalyste qui s'appelle Alice Miller, et qui a, en fait, popularisé, le concept, enfin la théorie autour de la pédagogie noire, c'est-à-dire qui est un type de rapport aux enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure, dont l'idée c'est que l'enfant est un inférieur qu'il faut remettre dans le droit chemin. Elle mentionne aussi, alors pas dans l'article, mais dans son livre, je crois une militante féministe, ancienne militante du MLF, qui a beaucoup travaillé sur la cause des enfants, qui s'appelle Christiane Rochefort, qui dit ça aussi, c'est-à-dire que les enfants sont éduqués de manière à être, pardon, à être dociles et Mmh. productifs. Alors on peut dire oh ben c'est complètement exagéré, moi en tant que parent, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit d'ailleurs notre position par rapport aux enfants, on peut avoir des enfants ou ne pas en avoir. Mona Chollet a pas d'enfants, nous dans l'équipe on en a, enfin voilà. Mais on se rend compte qu'on est aussi très comment dire que nos éducations, enfin si tant est qu'une éducation soit donnée aux parents pour être parents, mais qu'en fait on est très imbibé en fait de toutes ces théories, de l'idée qu'il faut punir les enfants, que il faut les faire obéir, etc. Parce qu'on a hérité de ça nous aussi. Et en fait, c'est ce travail en fait je dirais même physiquement de décoller un peu le scotch, quoi. C'est-à-dire de dire de décoller cette idée et de prendre ce recul-là et de dire en fait oui, on est biberonné à ça, et on est biberonné à ça, et c'est pas seulement
l'Église, les institutions très conservatrices comme Mmh. Betterham. C'est aussi des psys qui passent à la radio, qui ont des chroniques dans des matinales de radio, etc., qui promeuvent cette idée qu'à un moment donné, les enfants doivent filer droit. Et en fait, quand on se pose là-dessus 2 secondes, pourquoi les enfants devraient filer droit alors que nous-mêmes, on est en permanence, et surtout dans nos milieux réflexifs, un peu de gauche, etc., en train de se poser des questions sur le monde et de protester, etc. Pourquoi les enfants devraient filer droit? Et ça, c'est un truc dont on a hérité, qu'on questionne absolument pas. Et l'idée de ce papier, c'est aussi de le questionner. Voilà. Mmh. Sur la pédagogie noire, je vais citer un passage pour le chat. Donc, cette pédagogie noire se réfère en particulier à l'éducation autoritaire et répressive très répandue en Europe du Nord, qui s'enracine dans une vision très sombre des enfants. Alors, elle a fait remonter ça à la tradition chrétienne, hein, qu'on est fortement imprégné, puisqu'elle considère les enfants comme marqués par la tâche du péché originel. Au début du XVIIe siècle, saint François de Sales, par exemple, est comparé à des bêtes privées de raison, de discours et de jugement. Mais plus proche de nous, un ancien élève de Notre-Dame de Garaison sur le groupe Facebook des victimes explique que des éducateurs chrétiens prescrivaient des coups de fouet comme la nécessité d'extirper le diable de l'enfant. On nous punissait comme des bêtes sauvages, dit cet ancien élève de Notre-Dame de Garaison. Alors, c'est pas les coups de fouet pour lui, hein, évidemment, mais que cette idée que les enfants sont des bêtes adressées est encore présente aujourd'hui. Et l'exemple dont on parlait tout à l'heure, c'est Marcel Ruffo et Philippe Duverger qui sont cités dans l'article, tous deux Ouais, Caroline pédopsychiatres. Goldman aussi, Ouais. dont elle parle beaucoup. Ouais, et qui décrivent des enfants tyrans reçus en consultation. Parmi ces redoutables créatures, une fillette atteinte d'épilepsie ou un bébé de 9 mois qui refuse de dormir seul après avoir été opéré d'une malformation cardiaque. Leur confrère Didier Pleu décrit ces petits patients comme des monstres de machiavélisme. Pour un peu descendre. Et ça, c'est des discours qu'on entend actuellement. On n'a pas besoin de remonter au XVIIe siècle. Ouais, en fait, je vois les commentaires sur le chat, c'est intéressant parce qu'évidemment, ça nous bouscule surtout peut-être quand on est parent, de se dire qu'à un moment donné, on est imprégné de choses qu'on ne conscientise pas. Moi, je vous invite à lire l'article et je vous signale d'ailleurs que c'est le premier article que vous lisez sur notre site. Donc, nous, la revue, on a un modèle payant, donc il faut être abonné pour accéder aux articles en ligne. Mais le premier, si vous entrez votre email, est gratuit. Donc, vous pouvez par exemple choisir d'aller lire l'article de Mona Chollet sur notre site. Et parce qu'en fait, c'est plus, alors peut-être que c'est moi qui pitch mal, hein, mais c'est plus délicat que peut-être, enfin voilà, faut pas caricaturer ce sujet-là. Je pense que c'est important. Et surtout, en fait, je pense que c'est aussi, en fait, elle réagissait sur l'histoire de Betterham où la ligne de défense de beaucoup, ça a été de dire ah non, les violences sexuelles, c'est vraiment criminel et pas possible. Et quant aux coups et aux brimades, bon, ça, c'était une autre époque. C'est la ligne de défense. Oui, puis c'est l'idée qu'on on ne peut répondre à un entre guillemets mauvais comportement que par la violence. C'est aussi cette idée-là de cette voilà, mais éducation. surtout ce côté de cette acceptabilité encore aujourd'hui, cette non-condamnation des violences ordinaires que seraient les coups, etc. Voilà, moi j'invite tout un chacun à se poser ces questions-là, à lire cet article-là et avec grand plaisir pour en parler à une autre occasion, même si c'est pas moi la spécialiste, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de partir de cette idée de c'est pas si grave ou c'était une autre époque. Genre les violences sexuelles c'est grave, mais en fait les brimades et les violences psychologiques c'est pas grave. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un fil à tirer. En tout cas, nous on invite à le faire. Après, chacun a son avis. Hein, donc, voilà. C'est plus largement le sujet de l'éducation. C'est un sujet qui revient beaucoup dans ce numéro. Est-ce que c'est un thème qui, en général, est quand même beaucoup traité par la revue? Oui, alors c'est marrant, sur cette question-là, je réfléchissais ce matin. En fait, c'est assez ironique parce qu'au tout début de la revue, bon, il se trouve que de par nos situations à nous qui avons co-créé la revue, on s'intéresse aux enfants parce qu'on est plusieurs à en avoir, enfin voilà. Et donc, au tout début, on a pas mal fait de proposer de choses dans la newsletter, dans la revue, sur la parentalité. Je me souviens, on avait fait un grand article sur la question des dessins animés, sur les biais sexistes dans les dessins animés, etc. Et puis, un jour, on s'est arrêté net, je caricature un peu, pas vraiment net, mais on s'est un peu arrêté de faire ça parce qu'on a fait notre première étude lecteur-lectrice et qu'on s'est rendu compte que contrairement à ce qu'on pensait, enfin, je ne sais pas ce qu'on pensait, mais que les personnes qui nous lisaient, principalement, et c'est des personnes beaucoup plus jeunes que nous et qui n'avaient pas, enfin beaucoup n'avaient pas d'enfants. Et on s'est dit bon, on va arrêter de les saouler avec nos trucs d'éducation, éducative, de parentalité, etc. Et en fait, c'est marrant parce que c'est
on a fait une seconde étude lectrice, mais on a aussi eu des signaux ailleurs, en fait, les gens nous demandaient de traiter ces sujets d'éducation et c'est intéressant parce que, bah, voilà, on se rend compte qu'on est bête de penser que les questions d'éducation, voire même de parentalité n'intéressent que les gens qui eux-mêmes, ont fait des enfants, ou ne les ont pas fait mais les éduquent. C'est vrai que je pense que peut-être il y a 3 ans, on n'aurait pas pensé à faire, ce dossier éduqué, alors qu'en fait la question de l'éducation, c'est une question qui est alors c'est une question qui est féministe pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, la société, enfin a beaucoup cantonné les femmes au rôle d'éducatrice, au rôle de mère. Si on regarde dans les écoles, surtout les petits niveaux, bah, les professeurs, c'est énormément de femmes. Toutes les assistantes d'éducation, les ATSEM, les AESH, c'est énormément de femmes, etc. Voilà, tout le travail de care autour des plus jeunes, des enfants, est beaucoup, c'est beaucoup du travail féminin dans la société. Et de fait, les féministes ont aussi beaucoup investi cette question d'éducation, aussi de l'éducation, comment on éduque des enfants féministes, comment on éduque des garçons qui sont des garçons voilà, qui ne sont pas dans une masculinité toxique, etc. Donc c'est des choses qu'on traite dans la revue. Mais c'est aussi une question féministe, et là j'en reviens à ce qu'on racontait tout à l'heure sur Betterham, parce qu'en fait, la position d'éducateur, et d'éducatrice, en l'occurrence, c'est une position qui est vraiment une position très particulière où qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on y réfléchisse. C'est-à-dire éduquer une autre personne sans être dans une relation forcément verticale et d'oppression, etc. Ça implique de se poser des questions. C'est-à-dire comment éduquer sans dominer, pour le dire de manière caricaturale. Je veux faire râler personne. Comment on éduque sans dominer? Comment on éduque en respectant la personne qu'on a en face de soi, la plupart du temps un enfant, comment on respecte cette personne. C'est pas seulement un enfant, c'est une personne. Voilà. Comment on fait ça? Et ça, encore une fois, c'est une réflexion qui est aussi en cours, quoi. Voilà. Et qui est en cours aussi chez nous. Et donc, c'est pour ça qu'on propose dans nos articles un peu des ressources pour penser tout ça. Et donc ça s'inscrit, cet article de Mona Chollet, dans un dossier sur l'éducation dans ce dernier numéro. Je donne les titres pour faire un peu de teasing pour les gens. On a Histoire d'un slogan, éduquez vos fils, un reportage sur l'école, les mères montent au front, pourquoi luttez-vous, comment mieux accueillir les élèves LGBTQIA+, un portrait de Bell Hooks, un entretien sur la pédagogie féministe, un reportage sur l'école, donc on a l'article de Mona Chollet, et un témoignage, ma maison sanctuaire et école de la seconde chance. Et encore une fois, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pour aller plus loin, c'est-à-dire des ressources éventuellement pour les gens qui s'intéresseraient à ces questions-là. On a le dossier là, je vais le montrer à l'image. Pour aller plus loin avec différents encadrés, vous avez des livres, des podcasts et des ressources diverses si le sujet vous intéresse. Est-ce qu'on passerait pas pour terminer peut-être un peu aux questions de si les gens ont été convaincus? Je vois des gens qui ont dit qu'ils étaient convaincus dans le chat, plusieurs personnes ont dit j'ai envie de lire la revue, je suis convaincu, voilà, plutôt des messages positifs. Si on a envie de s'abonner, comment ça fonctionne? Quels sont les tarifs et quels sont les autres moyens d'avoir la revue? Par exemple, des gens voudraient acheter un numéro pour voir un petit peu. Alors, moi, j'encourage, si les gens veulent acheter un numéro, il y a 2 solutions. Soit le commander sur notre site, soit aller dans sa librairie préférée et l'acheter à ça ou son libraire. Voilà. Ça, c'est pour nous découvrir. Autre manière de nous découvrir encore moins cher, c'est de s'abonner à la newsletter. Donc, on tape dans un moteur de recherche Revue La Déferlante plus newsletter et on tombe assez immédiatement sur la page où on peut entrer son adresse email. Voilà, et ça permet d'accéder, donc de recevoir la newsletter tous les vendredis. Donc, une semaine sur 2, un article en lien avec l'actualité, une semaine sur 2, nos recommandations, notre agenda, etc. Voilà. Ça permet de voir comment on travaille, notre approche et tout. Je pense que c'est pas mal. Et puis, si on a envie de s'abonner, en fait, nous, ce qu'on propose, alors il y a plusieurs formules d'abonnement, je vous renvoie à la page du site, mais nous, on a ce qu'on appelle un abonnement à durée libre, ce que font beaucoup de médias, comme vos amis de Mediapart notamment, où en fait, en un clic, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi vous désabonner en un clic. Ça coûte 15 € par trimestre, donc au lieu de 19 € si vous achetez la revue chaque mois séparément. Et voilà. Et puis si vous n'êtes pas content, si ça vous plaît plus ou si vous avez moins de revenus, vous pouvez vous désabonner facilement. Et ça, l'abonnement à durée libre, c'est vraiment, si en plus vous avez envie de nous soutenir, le truc le plus efficace parce que ça nous donne les ressources pour continuer à faire cette revue.
Ouais, les gens demandent si, il y a une liste des librairies qui vendent la revue qui est disponible? Tout à fait. Alors, vous avez sur notre site, pareil, vous pouvez aller. Maintenant, on a un moteur de recherche sur notre tout nouveau, très beau site. Mais sinon, ou acheter la revue La Déferlante dans un moteur de recherche. Je ne vais pas citer celui qui commence par G, mais on trouve assez facilement. On a une carte interactive. Voilà. Mais sinon, grosso modo, c'est dans énormément de librairies indépendantes en France. Dans les grandes villes, un peu partout, également dans les Fnac et dans ces magasins, dans les gares dont je ne citerai pas le nom, mais où c'est bien pratique d'acheter un magazine avant de prendre le train. Voilà, je vais vous envoyer la carte encore une fois dans le chat si ça vous intéresse. Ça ne se trouve peut-être pas dans les relais de Vincent Bolloré, mais je pense que vous Ben trouverez si, dans si, certains. Ah c'est oui, pas tous, mais certains. Mais certains c'est sont. bien, faut aller, faut y aller, faut faire de l'entrisme partout. C'est ça. Et pour terminer, est-ce que on peut faire du teasing sur le prochain numéro? Est-ce que vous avez déjà des infos sur éventuellement des choses Oh qu'il y aura oui, dedans? oh Oui. oui. Le prochain numéro, il sort fin août. Ça va être sur la question de l'information et de la même manière qu'on avait fait à la fin, enfin, pour la rentrée de l'année dernière, un numéro spécial entièrement consacré à une seule thématique. À l'époque, c'était résister à l'extrême droite et c'était évidemment d'actualité. Là, c'est sur l'information, donc c'est s'informer et c'est un numéro spécial. Donc de A à Z, c'est pas seulement le dossier central qui est consacré à une thématique, comme par exemple dans le numéro éduqué, mais c'est toute la revue, donc les 128 pages de la revue qui sont consacrées à la question de l'information sur toutes ses formes, l'information en tant qu'enjeu démocratique et toujours à travers notre prisme féministe intersectionnel. Donc, on va parler de la question du traitement des violences sexuelles, on va parler de ce que représente dans le processus d'information une plateforme comme Wikipédia et comment Wikipédia peut véhiculer des biais sexistes, des biais de genre et comment certaines personnes œuvrent aussi à renverser aussi les représentations qui peuvent être dominantes dans cette encyclopédie en ligne qui est un des sites les plus consultés au monde. Voilà, il y a des choses sur le journalisme et l'engagement, il va y avoir des entretiens, on va parler justement, on va parler tout à l'heure de l'AJAR, de l'Association des journalistes antiracistes et racisés. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. En fait, c'est vraiment un numéro qui, d'une certaine manière, vient en écho à ce numéro qu'on a sorti l'an dernier sur résister à l'extrême droite. On sait qu'on est depuis au moins un an dans une situation politique extrêmement tendue, où les médias comme le nôtre, les médias indépendants, c'est important de le dire, sont à la fois fragilisés et à la fois un peu les endroits où peut continuer à se produire donc une information indépendante, produite de manière, j'allais dire, éthique, en tout cas professionnelle, vérification des sources, où on fait bien notre boulot. Et donc, c'est important pour nous de parler de l'information dans ce contexte-là. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer sur. Je vois quelqu'un, je vois la Oui. dernière question Ah oui, c'est la dernière question qui qui nous est. demande si on a peur pour la survie de la déferlante dans les années sombres à venir. Non. D'abord, on ne peut pas fonctionner avec de la peur, surtout quand on a monté une revue. Donc, non, on n'a pas peur. En revanche, on est consciente des risques. Par exemple, alors nous, heureusement, on ne fonctionne pas avec des subventions publiques, mais par exemple, ne serait-ce qu'un exemple, quand vous êtes abonné à la revue, on vous envoie votre revue. Nous, en tant qu'organe de presse, on bénéficie d'aides postales pour la presse. Bon, clairement, si à un moment donné, on avait un gouvernement qui disait les aides postales, on laisse tomber, ça deviendrait extrêmement compliqué pour nous et ça grèverait notre budget. Donc, il y a des choses comme ça qui sont des risques, mais qu'on essaie d'identifier en amont. Et après, nous, on pense que, a fortiori dans les moments extrêmement tendus, il y aura toujours besoin de médias indépendants et de médias qui proposent d'autres visions que la vision politique dominante. Donc, je dirais pas qu'on est confiante. Faut y aller la tête froide, mais en tout cas, on n'a pas peur et on sait aussi qu'on a une énorme communauté de lectrices et de lecteurs avec nous, qu'à chaque fois qu'on l'a sollicitée, elle a été là et elle a répondu présente immédiatement. Donc non, on n'a pas peur. Voilà.
Et ben, merci beaucoup, d'avoir accepté, l'invitation et Et bah, merci pour j'espère l'invitation surtout, c'est un super, coup de projecteur et on est ravis. ah bah, merci beaucoup et je rappelle, donc Marion Pilas, tu es cofondatrice et rédactrice en chef de la revue La Déferlante, la revue des révolutions, Voilà, féministes avec Marie Barbier, Emmanuel Josse et Lucie Geffroy. et le dernier numéro est, disponible dans toutes les bonnes et même les mauvaises, si vous le commandez, librairies, et vous pouvez, le retrouver assez facilement. Je vous ai envoyé le site dans le chat. Merci beaucoup encore, à toi d'être venu. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que cet entretien, vous aura plu. En tout cas, revu, que certaines ici dans le chat ne connaissaient pas, donc je suis content si ça vous a permis, de le découvrir. Nous, on va, continuer évidemment, hein, on va continuer avec la revue de presse, la revue de presse, qu'on fait habituellement sur, Mediapart.